Hello à tous, moi c'est Camille de On est prêt. J'espère de tout cœur que vous allez bien, vous et vos proches. De mon côté, j'ai la chance incroyable d'être confinée dans un endroit sublime qui est là où j'ai grandi en Savoie. Et surtout, j'ai la chance d'être confinée avec Léa, qui est ingénieure agronome. Et j'ai pensé que ce serait chouette de vous amener avec nous dans notre petite balade du soir pour parler agriculture, parce que c'est un sujet vraiment d'actualité. Et promis, on n'est vraiment pas loin de la maison, il n'y a aucun risque qu'on croise quelqu'un, donc on respecte les consignes du confinement et on espère vraiment que vous faites pareil. Donc du coup Léa, je voulais parler avec toi de cette question d'agriculture parce que dans ce contexte de coronavirus, ça pose plein de questions. Il y a l'OMS qui a déclaré hier, il y a 2 jours, que on était en risque de pénurie alimentaire parce que vu qu'on ferme toutes les frontières pour éviter la propagation du virus, on se retrouve à en fait avoir que de la production locale et vu qu'on n'est pas spécialement préparé pour ça, on se retrouve à avoir plein de produits qui manquent, des gens qui flippent et qui du coup achètent toutes les réserves de pâtes et de lait et papier toilette aussi. Et du coup, c'est vrai que ces moments de pandémie-là, ça pose vraiment des questions de quelle agriculture il faut pour demain, quoi. Sur notre système qui est aujourd'hui très mondial, c'est-à-dire que toute la chaîne alimentaire est répandue dans le monde entier. Nos produits, avant d'arriver dans notre assiette, ont parcouru du pays avant de venir et qu'on puisse les manger. C'est-à-dire la production, la transformation, la distribution, ensuite là où on le mange. Et ensuite même, tout ce qui est les déchets sont gérés dans des endroits différents de notre monde. Et donc c'est ce qu'on appelle la mondialisation, notamment là, alimentaire. Et dans un contexte, comme tu disais, où on ferme nos frontières, ça pose des questions de logistique. D'ailleurs, ça se voit, tout est repensé, les camions, les transports par bateau, par avion, tout ça. On voit que, au final, il y a des petits soucis entre et que quand il y a un maillon de la chaîne qui ne va plus, ça se répercute sur l'ensemble et il y a des cas de pénurie alimentaire. Parce que nous, on n'est pas du tout autonome, c'est-à-dire que je crois qu'en Île-de-France, il y en a 4 jours de réserve dans les stocks en fait. Et donc, si par exemple les gars de Rungis décident de faire grève ou s'il y a un problème, on se retrouve à en fait être absolument pas capable d'approvisionner tous les Parisiens, surtout qu'il y a personne qui est vraiment ou très peu de gens qui sont capables de produire leur propre nourriture. Enfin moi je sais que si on me laisse toute seule là, je vais pas durer très longtemps. On est totalement dépendant des producteurs du monde entier. Mais du coup, c'est cette question d'agriculture intensive, parce qu'en fait, c'est ça, on parle souvent d'agriculture intensive. Donc, c'est l'usage de plein de pesticides, des champs en monoculture incroyables, d'élevage vraiment avec plein d'espèces entassées les unes sur les autres dans des conditions sanitaires limites et puis surtout éthiques vraiment qu'on peut questionner. Qu'est-ce que, en fait, c'est pour toi le vrai problème de cette agriculture intensive ? L'agriculture intensive, donc ça n'a pas toujours existé. C'est lors de la Révolution verte, après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle est apparue. Ça répondait en fait à un problème à cette période-là, qui était de pouvoir nourrir une population, alors que beaucoup de personnes étaient morts au front, et donc il n'y avait plus d'agriculteurs dans les champs. Il fallait renourrir cette population suite à la guerre. Et donc il y a eu par exemple la PAC, la politique agricole commune, qui a été mise en place pour donner des subventions, pour acheter des plus grands tracteurs par exemple, des plus grands outillages, pour remembrer, plutôt démembrer, mais mettre tous les champs... que ce soit des champs de plus en plus grands et faire des monocultures comme ce que tu disais, pour ensuite nourrir plus efficacement la population. Actuellement, maintenant on produit vraiment suffisamment, c'est juste que c'est très mal réparti dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des famines et d'autres endroits où il y a du gaspillage. On a perdu dans certains pays le lien et la valeur à la nourriture. Je crois qu'il y a 1/3 de la nourriture qui est produite qui est jetée. Et du coup, quand on dit, une des grandes excuses de l'agro-industrie pour dire on a vraiment besoin des pesticides, du glyphosate, etc., c'est dire en fait on peut pas nourrir toute la population qui est en train de grandir de manière exponentielle, alors qu'en fait déjà on réglait ce problème-là et qu'on pensait plus à long terme, c'est complètement possible. Je crois que la FAO, qui est le organisme sur l'agriculture, a dit qu'en fait on pourrait clairement nourrir toute la population avec
faut savoir méthodes plus éco-responsables, quoi. Il y a du gaspillage alimentaire sur tous les maillons de la chaîne, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Que ce soit au niveau de la production, il peut y avoir par exemple des conditions climatiques déplorables ou alors des ravageurs qui vont venir détruire les cultures. Au niveau aussi de la production, où on n'utilise pas forcément tout. Quand tu vas manger un poisson, tu ne vas pas forcément utiliser ses arêtes. Et après, au niveau du distributeur, les dates de péremption... Qui sont souvent un petit peu... je crois qu'on peut jouer un peu avec les dates de péremption qui sont souvent un petit peu avancées aussi pour nous pousser à consommer un peu plus. Oui, et puis c'est toujours dans une question de normes, de sécurité, hygiène, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis une fois que le consommateur l'est en main et propre. Et après, il y a le consommateur qui a un très grand rôle aussi à jouer, de ne pas jeter ce qu'il a fait à manger chez lui. Et du coup, ma question sur la... On parlait tout à l'heure de pesticides, et, parce que je sais qu'il y a un grand débat, et en fait... Quand tu disais, je sais qu'avec la Révolution verte, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on avait encore plein de stocks de poison sur les bras. Et comme je sais que l'agent orange, c'est ce qui a donné un des pesticides hyper connus. Et donc en fait, ça a été aussi un peu on s'est dit, ok, en fait, on va faire entrer l'industrie dans l'agriculture, donc l'industrie dans le vivant. Alors qu'à la base, c'est des écosystèmes où en fait tout se gère, où il y a une espèce qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait telle espèce qui ne vienne pas, où il y a, je sais pas, on parlait des coccinelles. Je me rappelle quand j'étais petite chez ma grand-mère, j'ai toujours su que quand il y a des coccinelles, c'était cool parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de pucerons. Donc en fait, toutes ces questions-là, c'est des écosystèmes hyper complexes qui fonctionnent très bien. Et en fait, nous, on s'est dit, on est plus intelligent que la nature, on va réussir avec le vivant et on va réussir à la standardiser, la rendre avec plein de machines pour la rendre plus efficace. Du coup, je pense que ça a quand même marché, mais à court terme. C'est ça. Parce que du coup, à long terme, c'est un cercle vicieux de ouf qui fait que plus on va mettre de pesticides, plus on détruit toute la microbiologie des sols, le fait que le sol soit vivant. Et du coup, on a besoin, pour que les plantes elles continuent à pousser, on a besoin encore des intrants. Je crois qu'il y a le nitrate et le phosphate de mémoire. Et en fait, tout ça, ça fait un cercle vicieux où elles ont besoin de plus d'eau. Et donc, en fait, c'est une machine qui est mise en route, une machine industrielle, où les agriculteurs deviennent dépendants de cette machine-là. Tout à fait. Donc, un écosystème, il fonctionne en équilibre et en intensifiant les agrosystèmes, ceux qui sont faits pour produire, on a perturbé cet équilibre. Donc comme tu l'as dit, ça marche très bien sur le court terme. On a réussi à plus produire, à plus demander à la nature, mais on n'a pas forcément donner en retour suffisamment à la terre pour la nourrir et pour qu'ensuite sur le long terme ça fonctionne parce que le système intensif épuise en fait les sols. On est dans une fonction linéaire et pas dans une fonction circulaire comme fonctionnent les écosystèmes et comme ils le font très bien depuis des milliards d'années. Avant nous. Surtout c'est hyper dépendant aussi du pétrole. Je sais que à partir du moment où il y a pour les machines, rien que pour faire fonctionner les machines, il faut de l'énergie. Pour les pesticides transports. aussi pour les transports, le fait d'aller acheter des bananes du bout du monde, aussi le fait qu'il y ait, rien que pour les pesticides aussi, ça vient c'est dérivé du pétrole aussi. Donc en fait, on est une agriculture qui est hyper dépendante de plein de choses et ça fait flipper dans ces moments un peu là, comme avec cette pandémie où tout ce qui nous paraissait un peu établi et sûr et un peu remis en question, on se dit qu'en fait c'est pas si impensable de dire qu'un jour, et même d'ailleurs c'est assez prouvé qu'un jour il y aura plus d'énergie fossile parce que c'est une ressource épuisable. On a déjà passé des pics, je crois que pour le phosphore, on parle beaucoup du pétrole mais le phosphore c'est moins connu, c'est un intrant qui est vraiment nécessaire à la pousse des plantes. Tu me dis si j'ai pas trop de bêtises mais il me semble avoir vu ça et que en fait du coup là le pic de phosphore on l'a presque déjà passé. Et donc du coup ça pose vraiment des questions. Donc ce système-là, il n'est pas viable à long terme du tout. Et donc il faut vraiment qu'on le repense. Mais comment le repenser ? Comment est-ce qu'on peut avoir une agriculture qui est plus respectueuse du vivant en fait ? Déjà, ça fonctionne par le fait de recentrer et rapprocher cette agriculture de nous. Donc ça veut dire produire plus proche de chez nous, pour moins être dépendant, comme tu dis, par exemple, des transports, des énergies fossiles. Et ensuite, ça veut aussi dire créer du lien, recréer du lien à la nature, l'environnement, à la production, tout en fait, notre alimentation, le rapport qu'on a avec ça, avec les citadins, avec tous les citoyens même, différents pays, remettre de la valeur sur ce produit alimentaire, sur aussi le travail que fournissent les agriculteurs. Clairement.
D'ailleurs, les agriculteurs, ils sont hyper oubliés dans cette équation parce que on oublie que, enfin, pour moi, c'est vraiment genre le plus beau métier du monde. En vrai, t'arrives à faire pousser de la nourriture et tu nourris toute la population. T'es juste trop important. C'est vraiment des héros aussi. Et on n'en parle pas du tout. En fait, on n'a aucune considération pour eux. Genre, personne ne se pose la question dès qu'on va manger des carottes râpées, genre qu'on a acheté chez Monoprix. Entre midi et 2 au bureau, on se dit pas « Ah tiens, en fait, il y a quelqu'un qui derrière a planté la première graine, l'a récoltée, enfin, s'en est occupé. » Et en fait, on est complètement déconnecté de ces agriculteurs. Tout à fait. On a complètement coupé l'imaginaire avec ces agriculteurs-là. Et eux, ils sont dans une situation qui est hyper déplorable parce qu'ils gagnent moins de... Il y en a un tiers qui gagne moins de 350 € par mois. Et pour avoir grandi pas mal dans ce milieu-là, je vois qu'en fait, c'est un boulot, il y a vraiment, genre, c'est pire que le métro boulot dodo, c'est non-stop. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de moment le vivant pour toi. Ne prend pas de repos. C'est vrai, le vivant ne prend pas de repos. Il ne se dit pas, allez, Pierre, tété, on vous laisse une semaine tranquille. Mais ce qui est chaud, c'est que du coup, enfin vraiment, et en plus, même, je crois que des zones de détresse psychologique incroyables parce qu'il y a un suicide tous les 2 jours en France. C'est la population qui se suicide le plus, qui sont les plus pauvres, et il y en a de moins en moins alors qu'on en a besoin de plus en plus, surtout si on veut changer l'agriculture et passer dans un truc avec moins de machines et plus de main d'œuvre. Comme tu disais, l'intensification a fait qu'il y a dû y avoir des investissements dans des machines, dans des locaux où on pouvait stocker, dans des pesticides. Et ils doivent acheter tout ça au début de l'année alors qu'ils n'ont pas encore eu le revenu des récoltes qu'ils auront à la fin. Ça les met dans des difficultés financières extrêmes. Et c'est pour ça qu'il y a une aussi grande pression psychologique sur ce fait-là. Donc ils avancent des sous alors qu'ils ne savent même pas si les récoltes seront bonnes au vu des conditions climatiques par exemple. Et tous les pesticides qu'on peut mettre dessus ne seront pas forcément protéger ces cultures-là parce que ça dépend des conditions climatiques. Et puis il y a les semences aussi qu'ils doivent racheter chaque année alors qu'avant tout à fait. Ils mettaient juste une partie des récoltes de côté et puis ça faisait des semences pour les années d'après. Et là depuis, alors je sais plus quand exactement, mais il y a une loi qui est passée qui fait qu'en fait on n'a plus le droit de vendre et d'échanger ces semences dites paysannes. Et donc en fait ils sont obligés de racheter chaque année leurs graines qui sont dégénérescentes ou qui sont juste pas fertiles quoi, à des multinationales et en gros 5 multinationales qui contrôlent 75% du marché. On parle toujours de Monsanto Bayer et il y en a d'autres aussi, Syngenta en France. Mais du coup ça veut dire qu'ils sont dépendants de ça, plus de tout ce que tu disais. Et c'est assez incroyable quoi, de me dire qu'on a complètement perdu le lien avec ces gens quoi. Il faut les remettre au cœur du système et que ce soit eux les décisionnaires qui puissent se dire ok, je choisis de garder quelle graine, de reproduire ces graines-ci parce qu'elles fonctionnent mieux dans mon contexte climatique, dans mon contexte environnemental. Créer la diversité, quoi. Voilà, de la diversité. Les graines qu'ils achètent sont des graines un peu passe-partout. Elles ne sont pas forcément adaptées au climat, au microclimat du lieu, alors qu'on a besoin d'espèces beaucoup plus rustiques qui sont parfois moins productrices, mais en revanche qui produisent beaucoup plus sur le long terme. Tout le temps, ils ont les mêmes rendements et pas des rendements fluctuants suivant les conditions. Donc ça, c'est ce que c'est la résilience un peu, ce qu'on appelle résilience ou pas trop? Alors la résilience, alors ça fait partie de la résilience, le fait d'avoir ses propres graines et qu'elles puissent être résilientes face aux conditions climatiques par exemple. Mais la résilience en elle-même, c'est la capacité à revenir à un état stable, normal après une perturbation. Ok, donc quand on dit on dit souvent il faut qu'on arrive à créer des écosystèmes résilients, une agriculture résiliente, etc., une société résiliente, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on réussisse à changer tout le système pour qu'il puisse être capable de s'adapter. Et donc, tout ce qu'on a dit, on voit que c'est pas résilient. Le principe même de la monoculture, même c'est d'ailleurs une des raisons du coronavirus. On le voit aujourd'hui. Oui, carrément, mais avec le coronavirus, c'est ça en fait. C'est que, par exemple, dans les élevages intensifs, vu que on a mis que la même espèce partout, hyper standardisé, et dès qu'il y a un problème, un virus, il se répand hyper vite. Dans le vivant, c'est pareil. Genre, vu qu'on a mis des champs monoculture partout, ça y est, il y a une maladie, toute la récolte est foutue. Les paysans sont foutus et c'est chaud. Parce qu'il n'y a pas cette biodiversité qui permet de pouvoir être résilient et quand tu as de la biodiversité, si tu as des espèces qui vont être touchées par des ravageurs, elles ne le seront pas toutes parce que certaines pourront se défendre. Et donc, c'est exactement l'histoire du rendement tout à l'heure. On n'aura pas forcément des rendements très grands chaque année, mais on aura toujours les mêmes lissés chaque année. Et ça assure un revenu stable aux agriculteurs ou aux éleveurs. D'accord. Et du coup, sur cette question je trouve ça intéressant, cette question de diversité, comme tu dis, de me dire que je sais qu'il y a des agronomes qui ont réfléchi à faire des tomates carrées
pour mieux les ranger dans des caisses, que maintenant, qu'avant on avait des tonnes et des tonnes de variétés de pommes par exemple. Je crois qu'en France on est dans des pays où il y a le plus de variétés de pommes. Aujourd'hui on a 4 ou 5, la Gala c'est même pas une variété française. C'est fou en fait, on a vraiment tout standardisé et on perd le vivant de ouf. En fait, quand on dit la perte de biodiversité, dans les cultures on y participe carrément en fait à cette standardisation du vivant quoi. C'est hyper triste en vrai de... Totalement, et on perd un peu le sens de tout ça et l'origine aussi de toute cette variété et de tout ce qu'on peut découvrir avec ça, les différents goûts, les différentes textures, que ce soit juste pour une seule espèce. Grâce à toutes ces variétés-là, on peut avoir plein de surprises pourtant en les mangeant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Moi, je suis pour parler un peu des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du coup au niveau global? Bon, il y a la PAC et la politique agricole commune qui, en fait, est la principale source de revenus des paysans, en fait, des agriculteurs. Et en fait, aujourd'hui, elle est donnée à l'hectare. Donc, c'est plus tu produis, en gros, plus tu as d'argent. Mais donc là, en plus, elle est rediscutée pour tous les 5 ans. Et là, c'est en ce moment que ça se joue. Donc, à partir de novembre, il va y avoir plein de débats citoyens et tout. Donc, c'est vraiment important qu'on se mobilise. Et au niveau individuel, quand tu disais cette question de diversité et tout, moi, je sais que je suis à une AMAP. Oui. C'est-à-dire que du coup, j'achète mes fruits et légumes en avance. Enfin, je paye chaque semaine un panier de 10 € et j'ai plein de fruits et légumes. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu des paniers surprises. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que du coup, le paysan, lui, il n'a pas la pression de dire « Ok, tout le monde va vouloir des tomates, comment est-ce que je vais faire? J'ai pas réussi à produire de tomates cette année. » Là, moi, des fois, j'arrive et ok, il y a, je sais pas, un truc super chelou, genre des rutabagas. Et au début, je suis en mode, bon, super, je vais encore faire des soupes bizarres, mes colocs vont pas être contents. Mais au final, c'est trop bien parce que du coup, je découvre des trucs super différents quoi, que j'aurais pas acheté de moi-même. Et donc parfois, voilà, on a un avis négatif dessus, alors qu'en les cuisinant, c'est trop bien. Et je trouve qu'ils sont très bons. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en termes de... Enfin, qu'est-ce que peut faire vraiment le consommateur juste en tant qu'individuel quoi? Déjà, donc, juste au niveau de la PAC, c'est... changer le système intensif en un autre système qui soit plus résilient par exemple, ou juste plus local. Aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on est toujours dans ce système de nourrir plus l'humanité alors que ça fonctionne très bien pour le moment. On n'a plus besoin maintenant de produire autant. Donc il faut changer notre vision. Ensuite, au niveau du consommateur, on a un vrai, on le dit souvent, mais c'est vrai, on a un vrai pouvoir encore plus fort que le vote, c'est celui de l'achat. C'est vrai, le vote de la carte bleue quoi. Exactement. Surtout dans notre société, acheter soit bio, soit des produits qui sont faits de manière respectueuse de l'environnement, soit encore mieux au niveau aux producteurs même, pour venir s'informer qu'est-ce qu'il produit, est-ce qu'il peut montrer comment il le produit, et aussi tout est question de créer du lien avec lui, ce rapport humain autour de l'alimentation. Carrément. Ah, eh bien, est-ce que ça va aujourd'hui? Comment ça se passe les récoltes? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Ah, tiens, c'est pour ça que parfois les choux sont un petit peu moins jolis, parce que là, il y a eu la tige du chou dessus. Et ça, quand on a la chance d'avoir des fermes à côté, c'est sûr que c'est trop cool, on peut aller directement chez là-bas, mais il y a aussi... au bout du champ, je sais que c'est des endroits où en fait le matin ils ferment et ils vont récolter au maximum 80 km autour de Paris, et l'après-midi tu es dans des gros cajoux en vrac en fait, et tu viens faire tes courses et tu as écrit les pommes de Ferdinand du je sais pas quel endroit, donc c'est trop chouette, ça recrée vraiment du lien finalement avec ceux qui nous nourrissent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça, en fait, c'est grâce à eux qu'on est là aussi. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire des tableaux sur Excel ou à faire des verres en terrasse et tout ce dont on rêve à la sortie du confinement. C'est grâce à ces gens qui, chaque jour, travaillent la terre pour nous nourrir. Donc c'est vraiment important qu'on retrouve un imaginaire autour d'eux, quoi. Tout à fait. Et de cuisiner aussi. Parce que c'est sympa et ça crée du lien. Soit quand on est tout seul, c'est la créativité, et quand on est à plusieurs, c'est un moment aussi important. On dit en France souvent le repas, c'est un moment c'est vraiment la tous ensemble, mais même la cuisine en amont, c'est un moment qu'on peut partager ensemble. Alors qu'on le fait plus trop. Je sais que la part du budget de l'alimentation s'est effondrée. Vraiment au début, c'était 50% du budget dans les années 50, et là. Il me semble, à vérifier, mais en tout cas c'est beaucoup. Et là aujourd'hui, on rechigne à vraiment mettre le prix pour les choses, alors que c'est vrai que pas tout le monde peut se permettre de manger bio tout le temps et tout ça. Mais en fait, je suis étudiante et je vois bien, quand je parle à mes potes, je leur dis mais je vous jure, regardez, on fait 2 paniers, et en vrai, si du coup tu changes, en fait c'est une autre vision. Si tu achètes les mêmes choses en bio, local, et les mêmes choses en pas bio chez Franprix, forcément ça va être plus cher. Mais il faut tout changer ta vision, et du coup tu vas manger beaucoup moins de viande, vraiment réduire beaucoup moins de produits transformés, cuisiner plus,
cuisiner moins aussi, enfin être dans la frugalité. Et du coup, quand tu combines tout ça, bah, ça revient moins cher et t'es trop fière de toi et tu fais un acte politique aussi, quoi. Tout à fait. On va aller manger ces rutabagas ? De ouf, allez.